je m'appelle Cathy, j'ai 43 ans, je viens de la région nantaise. Je m'appelle Samuel Ajamian, j'ai 34 ans. Donc le Mobility Ice Project, il est né en 2021, lors de notre premier projet, lorsqu'on a traversé la France à mobilette. Et dans la soirée, en échangeant avec notre parrain, donc Mathias Malzieu, on a parlé de l'Islande et de ce rêve un peu fou de la traverser en VTT. On a un âge aussi un peu de raison, on s'est dit on va le faire pour la bonne cause. Et on a une amie très proche qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques. Et on s'est dit, go quoi, on va joindre l'utile à l'agréable et faire ça pour la bonne cause. Et comme on traversait une contrée assez désertique où on allait y avoir peu de chances de rencontrer du monde pour sensibiliser à la sclérose en plaques, on s'est dit que ça serait assez cool de pouvoir emmener quelqu'un qui est diagnostiqué de la sclérose en plaques et assez naturellement s'orienter vers Cathy pour lui proposer de vivre cette aventure. Évidemment, je ne pouvais pas dire non à ce projet un petit peu dingue là, de traverser l'Islande à vélo. Comment résumer ces 10 jours? La première journée elle était assez folle parce qu'on rendait en fait quelque chose d'assez immatériel qui sont les réseaux sociaux concrets, parce qu'on discute avec des gens, on rencontre. Et on avait discuté avec MS FELAG en amont, qui est une association islandaise spécialisée sur la sclérose en plaques. Ils nous avaient organisé une petite fête de départ, on va dire, avec un groupement qui présentait des vélos à mobilité adaptée. Donc on a pu joindre un peu le vélo, la maladie pour laquelle on se bat et pour qui on porte l'étendard haut et fier. Voilà, on est resté un petit moment avec eux à discuter. Il y a Sam qui a fait de la musique. Franchement, c'était très convivial. Est-ce que ce monde est sérieux? Dans les premiers... Et ce qui m'a marqué moi sur cette première sortie, c'est une personne qui était atteinte de Parkinson et qui nous a en fait montré le chemin. C'était vraiment super, il nous a beaucoup aidé parce que je pense que s'il n'avait pas été là, on aurait roulé sur la N1 et ça aurait été un peu plus compliqué avec beaucoup de voitures. Donc là, il nous a fait passer un peu par les chemins de traverse et il nous a accompagnés sur une trentaine de kilomètres, il me semble. Et du coup, ce premier jour, c'était... on pédalait un peu dans un rêve. C'était doux, c'était pas du tout agressif, c'était une Islande vraiment très très accueillante pour un premier jour. Et on est arrivé au bout d'une cinquantaine de bornes dans un parc national qui s'appelle Þingvellir. Et en fait, à chaque fois, tu as un cadeau un peu de la vie à ce moment-là, quand on a bavé. On est arrivé sur une cascade qui était juste magnifique, on a fait un crochet. Et il y avait cette espèce d'euphorie de ok, j'ai réussi la première étape, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Maintenant, je vais jusqu'au bout. C'est dingue parce que quand tu fais un projet, tu mets des petites briques, tu envoies des mails, tu arrives à passer un petit peu dans la presse et tu mesures pas les retombées. Et tu as un mec au fin fond de l'Islande qui est guide, qui est français. Ah mais c'est génial de vous retrouver là. Les batteries, tu vois. Ah, franchement, ça fait plaisir. Alors là, putain, le hasard fait bien les choses. C'était le deuxième cadeau de la journée, une vraie surprise. On a passé une nuit très très froide. Et vraiment, là, j'ai vraiment caillé. Le premier jour, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée là, le Ice Project portait vraiment bien son nom. On a eu froid la nuit, mais de toute façon, on l'a oublié en 2 secondes avec le soleil. Et en fait, la 35 avait plus par là-bas. On était bien en fait en Islande, on ne se rendait pas encore compte que les éléments autour de nous allaient se déchaîner. On a filé sur cette étape, tout était vraiment assez simple en fait. Vas-y, allez là, amène-moi un peu du dur et surtout amène-moi du sauvage et sors-moi de cette civilisation, quoi. Je veux juste plus rien entendre, plus de bagnole, voir des animaux, voir la nature, voir les montagnes, sentir le vent, les montées, etc. Et ce deuxième jour, il se traduit un peu comme ça. On finit la journée sur une très bonne note avec les geysers.
Donc ça pétait de partout, ça sentait le soufre, c'était un spectacle super à voir. On arrive le soir à un camping super sympa. Avec un bar qui était très joli et où des guitares étaient accrochées au mur. Il y avait beaucoup d'instruments. On a rencontré un Allemand avec qui les gars ont joué de la gratte. C'était hyper convivial, ça s'est fait comme ça. C'est ce qui me plaît, moi, sur ce genre de projet, c'est avant tout de se dépasser, mais c'est aussi c'est les rencontres, quoi. Et juste avant de se coucher, je regarde le téléphone et je vois alerte jaune au niveau des Highlands. Et dans ma tête, j'ai une espèce de phrase qui trotte de l'expatrié français qui vit en Islande, qu'on a rencontré la veille et qui me dit S'il y a une alerte jaune ou un truc comme ça, moi je te le dis franchement, faut jamais avoir honte d'abandonner. Parce que en fait, quand c'est trop dur, c'est tout. Et je me dis, bon, on va dormir, on verra demain, mais ça risque d'être un peu coton. Bon, juste on se met d'accord sur des points. Ouais. Après, on peut tenter. T'as se démonte en deux, Commencer c'est les deux roues. les vélos, on s'emmerde pas avec. S'il y a vraiment une alerte qu'on bouge pas, qu'on n'arrive plus à bouger, qu'on est scotché, les vélos, on les attache ensemble sur le bord de la route et on retourne dans le camping. Le problème du jour, c'était prendre la décision, savoir si on allait décoller, parce qu'il prévoit qu'il y a une alerte jaune sur les hautes terres, avec des vents entre 80 et 125 km/h et de la pluie. Donc un peu compliqué de prendre la décision, mais on s'est dit on va quand même y aller, on va tenter, on va voir, on va s'adapter. S'il y a beaucoup trop de vent et beaucoup trop de pluie, on laissera les vélos de côté, on les attachera, on se mettra dans le 4x4 et on partira jusqu'au camping. Donc au début de l'étape, le temps était vraiment moche, gros nuages, de la petite pluie, c'était vraiment pas engageant. On s'est arrêté près d'une cascade, la cascade Gullfoss. C'était magnifique, franchement la cascade était magnifique. Mais là, on sentait vraiment que le vent poussait fort. C'était compliqué de tenir sur le vélo. Moi, honnêtement, je savais pas ce que ça pouvait représenter, beaucoup de vent sur un vélo. 4 bikes on the Iceland roads, 5 friends reaching the same goal. We are lions, we are fighters, the earth and the wind and the cold. Everything is simple here, let the dream embracing the sky. Grab your bike, enjoy the life, look around the nation. Juste avant le col, on s'est arrêté, faire une pause parce qu'on était, on était complètement glacé. On s'est mis dans le 4x4. On était un peu en hypo, je pense aussi, le froid, voilà, il manquait de sucre, donc on a mangé des bonbons très sucrés et j'en ai mangé énormément. On est dans le mal là. Là, c'est dur. Wow. Et puis on voit un panneau, là, début de F35. Là, ça commençait en fait. Et puis une montée, mais sur, je sais pas combien de kilomètres elle faisait la montée, mais un col quoi. And I ride today on the high. Les vélos, on les calait contre la hanche, sinon c'était des drapeaux. Et en fait, très rapidement, au début du col, j'ai commencé à avoir une énorme crampe à l'estomac. Puis on avance avec Jérém, mais sans trop se soucier du groupe, parce que c'est tellement la guerre que tu te concentres vraiment sur ton effort et sur chaque petit pas que tu fais.
On voit Cathy qui remonte et elle nous informe que Sam ça va pas du tout quoi, qu'il a mal au bide. On se dit mince, on les a laissés un peu derrière en se disant qu'il y a le pick-up, mais si ça va vraiment pas, on s'inquiète un petit peu. Et une fois arrivé là-haut, on voit qu'il commence à avoir une jolie descente, un plat, et on se dit non, ça va être gérable en fait cette étape, on va pouvoir la terminer. And I ride today on the Highlands Way, and I try nowadays to be. Et on peut lever notre chapeau en fait très sincèrement à Cathy. Nous on reste des hommes, on se plaint énormément, mais elle on l'a pas entendu. On en a chié, on peut le dire, parce que c'était vraiment très compliqué. Et puis on a pu, au bout de une cinquantaine de kilomètres, là, ce jour-là, bivouaquer à côté d'un café. On sent bien le même quand même. Oh, on peut s'embrasser comme dans La Belle et le Clochard. Ah non. On se réveille et on a la surprise, Julien et sa mère en fait, avaient passé la nuit au niveau du campsite juste à côté de nous. Moi je suis Julien Leclerc, j'ai été le contact en Islande de l'équipe. On a pris du temps. Je la subissais pas, mais je me dis oh là là, ça va me fatiguer, oui, de faire des choses. Mais en fait non, on va contrer tout ça et puis contrer, ça voilà. Ouais. Sur le moment t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Voilà, c'est ça. Ouais. Quoi, je vais pas faire un triathlon demain ou un marathon, mais petite dose comme ça, c'est bien. L'endroit était vraiment très très beau, donc on a pris le temps de regarder, d'observer les chevaux du Haracht à côté. We found our rightness. We have met geyser and snow. Le vent s'est calmé heureusement. On s'est enfoncé à travers un paysage de plus en plus froid et caillouteux. Ça ressemblait à un paysage vraiment lunaire. On roule pas mal, on sait qu'il y a une vingtaine de kilomètres, il y a moyen de poser les vélos, de récupérer le pick-up et d'aller voir donc une soufrière en fait. Donc on a laissé les vélos, on a pris le 4x4, on a fait une vingtaine de kilomètres. C'est un site merveilleux, avec des couleurs folles. À l'époque, les Vikings en avaient peur de cet endroit et ils appelaient ça la montagne aux sorcières. C'est un décor de film je sais pas, de Star Wars ou autre, mais c'est moi, je suis pas descendue tout en bas parce qu'il y avait un accès un peu compliqué, des marches pas très stables, pas de quoi se tenir. Donc moi, j'étais pas très rassurée. Et quand on descend sur les vélos, on se dit il nous reste quand même au moins 35 bornes à faire, ça va être chaud. Donc on gaze un petit peu plus, mais on a une piste qui devient de plus en plus accidentée. Avec, là on est vraiment sur du désert et de la tôle ondulée quoi. Et l'objectif c'était d'arriver à Veravellir, une source géothermale. Voilà, donc on s'est tous mis ça en tête, on s'est dit on va aller se baigner dans des sources d'eau chaude. À chaque fois qu'on en avait bavé la journée, en fait on oubliait tout parce que le soir il y a toujours un truc sympa qui se passait. Ah ouais, c'est bon. C'est chaud? Ouais. Mais pas bouillantissime comme j'imagine être. On n'a pas 36 occasions de faire ça. Non. Ouais, allez, on y va. On y va? Ouais. Allez. Ça nous évitera de nous laver ce soir. On gagne du temps. Allez, à plus tard. Hein. Regardez moi comme on est taillé là. Et on pensait aller se coucher tôt parce qu'on a la fatigue des journées d'avant se cumulant. On a trouvé une petite cabane à 200 mètres de notre campement où on a passé la nuit et c'était... Je veux dire, il suffit de rien en fait pour passer une bonne soirée.
5e étape, on décide de prendre un peu plus le temps le matin. On savait que c'était la plus courte des étapes. Pas très dur, mais en même temps il fallait pas plus parce qu'on avait les cuisses qui commençaient à tirer. Le terrain, sur les 15 premiers bornes, c'est un champ de patates. C'est vraiment une route ultra défoncée, avec des nids de poules de partout. Les vélos marchent, aucune panne, pas besoin de changer de pièce, rien de cassé, mais tout joue dans le mental. C'est vraiment rude pour les bras, mais au-delà des bras, on a mal aux fesses, quoi. Et j'ai tellement mal aux fesses que vers la fin de la journée, je me demande si je me suis pas blessé, si je saigne pas, si j'ai une douleur où j'arrive plus à être assis sur ma selle. Sur les 10 dernières bornes, j'ai le truc qui tourne un peu en tête en disant j'espère que ça va en bas, quoi. J'ai l'impression qu'il faut me recoudre. Et du coup, on roule, et puis quand on arrive à Fangui, c'est un peu la délivrance. Là, je suis content de poser le vélo là-dessus. On savait pas trop à quoi s'attendre à Fangui. Pour moi, c'était juste un refuge en fait de rangers. Et on est arrivé dans ce gîte là, au milieu de nulle part. Et là, j'ai sauté dans les bras de tous les gars parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on dormait pas dans une tente, mais dans un vrai dortoir. Donc là, j'étais super contente. On avait un salon quasiment rien que pour nous, une salle à manger, un réfectoire, une cuisine. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, il y avait un spa dehors. Ah, c'était un bonbon ce truc-là, c'était du réconfort, quoi. C'est du vrai réconfort. C'était un peu une journée off, avec peu de kilomètres et beaucoup de confort le soir. Voilà, on allait tout naturellement dans le salon avec des gros canapés, c'était vraiment à la maison. On était vraiment dans un cocon. Et on s'est mis à poser des mots, chacun les uns les autres, une mélodie et d'écrire le début d'une chanson par rapport au projet, à l'aventure. Tout naturellement, moi, une mélodie m'est venue, on a posé des paroles dessus, on s'y est tous mis. Today encore. Ah oui, try. Ah oui, to meet myself, 'cause I know. Le placement des mots et les rimes. Ouais, après, ce que tu dis, c'est cool, mais Bah, j'en sais rien, mais c'est pour tester, tu vois, ce que ça donne. Genre. Jesus and snow. Super, mec. The landscape till all sadness we create our Alors, attends. The landscape kill all sadness we create 48 hour one flow. Super. landscape kills sadness we created our own flow. Elle est jamais lisse, elle est un peu comme cette F35. Et cette mélodie, cette petite chanson, moi je trouve qu'elle raconte bien ça. Et c'est une fierté de co-construire ça en équipe parce que c'est un souvenir, ça sera un souvenir incroyable. Je pense que le matin même, on se rendait pas encore compte que la fin allait arriver, même si c'est pas qu'on la languissait, mais le corps l'a réclamé, je pense. En fait, c'est passé hyper vite. On avait atteint notre objectif, donc on était vraiment super heureux. On a traversé l'Islande, là, ça y est, c'est fait. Chacun avançait un peu à son rythme. Tristan avait un peu de casse au niveau des genoux. Le matin, je me réveille dès les premiers kilomètres, mais j'ai l'impression qu'on m'enfonce des dagues dans les genoux, quoi. C'est super douloureux et dès les premières montées, je décroche du groupe, quoi. Mais et dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible, c'est le dernier jour, faut que tu finisses, quoi. Et si tu finis sur les mains, je lâcherai rien. Et dans ma tête, c'est vraiment ce qui se passe, quoi, parce que j'ai vraiment un mal de chien. Alors les fesses vont mieux, mais les genoux, c'est une horreur. Moi, j'avais pareil mon genou droit qui commençait un peu. On avait un peu des petits bobos. On prend le vent, on l'a pris quand même tout le trajet, de travers ou de face le vent. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'on savait pas, c'est que la F35 vaut mieux la faire du nord au sud que du sud au nord, parce que les vents ont l'air de pousser plutôt dans l'autre sens. On avançait, mais je pense qu'on se rendait pas encore compte que ça allait être la fin. En y repensant, c'est émouvant, mais là, on redescendait vraiment direction l'océan.
Et quand on aperçoit le panneau de fin de F-35, là, il y a une mélancolie, une explosion de joie en même temps. C'est un truc qui se mélange, mais t'as une espèce t'as une envie de pleurer, peut-être la pudeur d'être en groupe et de pas le faire, je sais pas, mais à l'intérieur, en tout cas, ça chialait à mort, quoi. Les gars m'ont porté physiquement comme mentalement. On a fait des photos où ils me portent vraiment, donc c'était un petit hommage à leur soutien moral pendant tout le parcours. Et on a eu franchement une bonne étoile sur tout le trajet, quoi, parce qu'on a, bon, on a pris des tempêtes, on a pris des trucs, mais pas de casse de vélo, pas d'autres galères, pas de problème avec le 4x4 qui nous suivait. Enfin, tout s'est bien passé et c'était chouette. On s'est mis au chaud dans un camping, on a pu passer une soirée autour d'un feu. C'est les soirées que j'aime, c'est que c'est des moments de partage où autour d'un feu et 2 guitares et 5 personnes, voilà, avec une bonne âme en fait et surtout une franche camaraderie peuvent réunir, voilà, des gens de Boston, des Français venant, voilà, du sud-ouest de la France et une Irlandaise aussi. Voilà, on s'échange un peu, voilà, nos projets, pourquoi on est là, ce qu'on fait dans la vie, et c'est génial, quoi. C'est un moment de partage musical. On a chanté, 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 chanté. Alors, après l'effort, le réconfort. Donc, on a le droit à 3 jours quand même, un peu de détente, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, hein. On s'est levé et on est parti direction les baleines. Et en fait, le mood dans lequel je suis à ce moment-là, c'est qu'on les voit ou qu'on les voit pas, c'est pas grave, parce que c'est tellement beau ce qu'on a fait qu'à la limite, si on les voit pas, on sait qu'elles peuvent être là, en fait. Et ça n'a pas manqué, on a passé 2 heures à suivre 3 baleines, dont une qui était vraiment très très grande. Everything is simple here. Let the dream embracing the sky. Ce qui était moins cool, j'ai eu un petit peu le mal de mer, parce que quand le bateau était à l'arrêt, ça bougeait, j'avais pas grand-chose dans le ventre, peut-être heureusement dans un sens. La journée s'est poursuivie aussi à Godafoss, donc un lieu très 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 beau. C'est un lieu où à l'époque les rois vikings se réunissaient pour échanger et prendre des décisions. On a passé 2 soirs dans le même camping où là on était dans un petit coin sympa aussi, très convivial, avec un feu de bois que les gars ont pu réanimer. Donc là c'est vrai que les gens venaient. Il y avait des Français aussi qui avaient entendu parler du projet via les médias. Voilà, ils connaissaient très bien le sujet, donc ça c'était plutôt cool. On a passé la soirée avec eux notamment. Moi j'avais un vrai second rêve en tête, c'était de voir les aurores boréales, quoi. On n'y croit pas trop, on voit du 20%, 25% sur les applis. Et puis avec David et Jérém, on se motive, on dit allez on charge les duvets, on prend la caméra, on monte et puis on voit quelques aurores, mais assez succincts, et on savait pas à quoi s'attendre parce que des aurores boréales, tu les vois beaucoup en photo, tu vois un peu des vidéos, mais on peut raconter un peu ce qu'on veut avec une photo ou une vidéo. Et en fait, on regarde un peu les aurores en voulant les shooter. On a un peu froid, on se met dans les duvets, et on se met sur une table de pique-nique tous les 3. Et puis en fait, au bout d'un quart d'heure, on s'est endormi. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire on a vu quelques aurores boréales, mais autant cette nuit-là, il y en a peut-être, je sais pas combien qui sont passés au-dessus de notre tête, magnifiques. Mais nous, on était partis dans nos rêves quand on venait de voir les baleines, on venait de traverser les Landes à vélo. Et là, on avait le bonheur de voir quelques aurores. Et tu dors pourtant sur un banc dans ton pauvre duvet à l'extérieur, il fait 2 degrés. Le lendemain, l'objectif était de retourner sur Reykjavik. On profite du trajet pour faire quelques arrêts, toujours observer les spots. De toute façon, c'est une carte postale à chaque virage. On a posé le campement et on s'est dit que ça serait super de voir un volcan en éruption. On commence à monter, on croise un couple de Français et puis ils nous annoncent qu'en fait le volcan apparemment il s'est éteint la veille. Les gars étaient déçus. Moi j'avoue ça me rassurait un petit peu parce que la lave ça me faisait un petit peu peur. Et je pense qu'on a eu tellement de cadeaux de la part de l'Islande qu'elle nous a dit ok les gars, vous emballez pas trop, c'est pas si facile que ça et si tu veux goûter un peu ce truc-là, bah faudra revenir, quoi. Au début, quand je suis partie dans l'avion, je me dis dans quoi je me suis embarquée. Et puis ça l'a fait. Je pense que vraiment, je me suis mise en mode on y va, faut y aller, il n'y a pas le choix. On avance. Et c'est vrai que pendant
tout le périple, j'ai pas eu trop de douleur. Enfin, voilà, ça allait très bien. Et là, en fait, à l'arrêt, là, ça a commencé un petit peu au niveau musculaire de ressentir des petites douleurs, de la fatigue, mais sinon le mental était là. J'étais hyper bien entourée, les gars sont hyper sympas, hyper prévenants, toujours à se demander comment ça va. Moi, je suis admiratif de Cathy, qui en fait n'a pas bronché. Ce qui est assez fort, c'est que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui peut être un handicap invisible. Et là, pour le coup, on n'y a pas pensé une seule fois pendant le trip, tellement elle était forte, quoi. Elle nous a porté, Cathy, et c'est vraiment encore voilà, une force de la nature, une leçon de vie. Et c'est une vraie source d'inspiration, et pour nous, et je pense et pour tous ceux qui regarderont ce qu'elle a fait. Et je les remercie les Mobies.